d'incarcération la plus longue, qui a duré entre 2004 et 2012. Donc Salah a été libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers entre les Palestiniens et les Israéliens. Et ce prisonnier, il y avait plus de 1000 prisonniers palestiniens qui ont été libérés contre un seul prisonnier israélien qui était détenu à Gaza, qui s'appelle Gilad Shalit. Je pense que vous vous en souvenez, parce qu'on en avait beaucoup parlé pendant l'attaque, l'invasion de Gaza en 2009, qu'ils appelaient Plan du Nord. Cette attaque avait fait plus de 1300 morts côté palestinien. Et suite à cette attaque, en 2011-2012, que Salah et les autres compagnons de prison ont été libérés. Ça veut dire que la France n'a rien fait pour libérer Salah. Salah est resté en prison plus de 7 ans et la France n'a rien fait pour lui. Et c'est grâce à la résistance palestinienne que Salah a été libéré et puis les autres prisonniers palestiniens. Si vous voulez en savoir plus sur les prisonniers politiques palestiniens, il y a sur le site de l'association France-Palestine Solidarité, il y a un dossier spécial sur les prisonniers. Moi, il y a une info qui m'a plus ou moins choqué, c'est que depuis 1967, il y a plus de 850 000 Palestiniens et Palestiniennes qui ont été arrêtés et détenus par les forces d'occupation israéliennes. Ça veut dire que ça représente plus d'un quart de la population de Palestine occupée. Ça veut dire qu'on ne croise pas quelqu'un en Palestine qui ne connaît pas quelqu'un, qui n'a pas quelqu'un de sa famille qui a été emprisonné. C'est dire à quel point l'emprisonnement et les arrestations arbitraires de la part d'Israël est une technique largement déployée pour briser la résistance et la volonté du peuple palestinien. Comme vous avez pu le voir aussi, il y a des prisonniers palestiniens qui sont en grève de la faim en ce moment. Et comme l'a dit Salah, ils ont besoin de nous, ils ont besoin de relayer l'information, parce que c'est la pression politique internationale qui leur permet de tenir. Moi, j'avais une question, parce qu'on a l'impression que les prisonniers palestiniens, ils sont plus ou moins livrés à eux-mêmes, et puis ils comptent sur la société civile, entre guillemets internationale, qui doit faire quelque chose, sachant qu'elle a beaucoup de choses aussi à faire. Est-ce que l'autorité palestinienne fait quelque chose pour les prisonniers palestiniens? Alors c'est vrai que la question au niveau international est très importante. Je vais en parler, je vais juste répondre et après on parle. Malheureusement, le rôle de l'autorité palestinienne qui se trouve faible aujourd'hui. C'est vrai qu'elle paye les salaires des prisonniers pour les familles et leurs familles. Et politiquement, au niveau, au début, dans les années 80, quand il y avait les procès d'Oslo, ils ont pu libérer des centaines de prisonniers avec l'accord d'Oslo, mais malheureusement, elle n'a pas le poids politique pour faire un changement sur la question des prisonniers, ça veut dire de taper sur la table pour libérer. Ils mènent des campagnes, ils parlent, mais au niveau de libération, malheureusement, ils n'ont pas cette force politique pour pouvoir libérer. En temps de campagne, parler, il y en a, mais pour obtenir la libération, ils n'ont pas assez de force pour le faire. Alors, pour dire, parce qu'on a parlé de la question de la communauté internationale, il faut savoir à quel niveau le rôle qui est fait ici, qu'on est en train de faire là, et on continue de le faire, il est important. Parce que si on imagine que, par exemple, je vais donner des exemples, moi en 2010, si je me souviens bien, ouais, il y avait quelqu'un dans le comité de soutien qui avait l'idée
parce que tu as le droit, je ne sais pas comment ça se passe, mais tu as le droit dans la poste française de faire des timbres personnels. Alors, je ne sais pas comment ça se passe. Alors, il avait l'idée de faire un timbre avec la tête de Salah sur les timbres. Et il a eu droit à 4 000 ou 5 000 timbres avec la tête de Salah sur les timbres. Et avec la campagne d'envoyer des lettres et des cartes postales en prison, déjà, les cartes postales et les lettres, c'était un moyen pour lever le moral très important. Mais l'administration de prison, une fois le directeur de prison, il m'appelle et me dit comment ça se fait que la France, elle imprime la tête d'un terroriste sur les timbres françaises. Mais pour eux, de dire qu'il y a des centaines, il y a des milliers de gens qui soutiennent, pour eux, entre guillemets, des assassins et des terroristes qui sont juste là, pour eux, cette idée, elle est inacceptable. Je me souviens toujours d'un pote à moi qui était jugé à 14 ans. Il me dit ça là, franchement, pour nous, les prisonniers, toi, tu as un intérêt de rester en prison. Pour nous, c'est un intérêt que tu restes en prison parce que tant que tu es en prison, ils parlent de nous. Alors c'est pour ça, à quel niveau pour eux, cette fois-ci quand je suis retourné en prison, les 13 mois, il y en a des dizaines de prisonniers qui sont venus vers moi pour me dire allez ça là, on a reçu des cartes postales, on a reçu des lettres de la France, viens traduire, c'est des gens qui nous ont envoyé des lettres. C'est pas qu'un geste humain, mais c'est aussi un geste politique, c'est le mouvement de solidarité avec, je ne parle pas, il y a plein de choses à faire, c'est sûr, mais je parle de la question des prisonniers. Pour votre information aussi, sur le site de la RTS, donc sur le dossier des prisonniers, vous pouvez s'inscrire pour correspondre ou parrainer un prisonnier politique palestinien. C'est aussi un moyen de garder un contact. À Palestine 33, on faisait aussi cet échange avec les prisonniers. C'est une manière de leur permettre de garder un peu de morale et de montrer à l'occupation, comme disait Salah, qu'il y a des gens qui pensent à des prisonniers qui sont derrière les barreaux depuis des années et qui malgré tout, continuent à essayer de vivre et à échanger avec le monde extérieur. Bonsoir. Donc, ce que vous racontez, évidemment, c'est tragique et terrible. Moi, je vais poser une question. Croyez-vous, questionnel, la gauche israélienne à revenir au pouvoir, les problèmes de la Palestine peuvent avoir une autre solution qu'on a aujourd'hui? Il est évident qu'il faut qu'il y ait 2 États. Et pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui se mettent à table, des gens qui veulent la paix et qui essayent de trouver une solution pacifique. Ce qui se passe avec les prisonniers, c'est inimaginable. Moi, ce que je vous ai entendu, pour moi, c'est horrible. Je pense à d'autres choses horribles aussi. Mais il faut que, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour que ce problème, qui est très complexe, dans lequel il y a beaucoup des intérêts économiques et stratégiques, géopolitiques, puisse avoir une solution et puisse avoir 2 pays, que les gens puissent vivre en paix et qu'ils puissent construire des choses, parce que la Palestine, il faut qu'elle puisse construire. Et pour construire, il faut que quelqu'un donne des infrastructures, qu'elle puisse mettre en place des écoles, des hôpitaux, etc. Donc, ça veut dire que les pays arabes aussi, qu'il faut qu'ils mettent la main à la poche et qu'ils montent ça aussi. Non? Mais bon, ma question c'est comment on peut faire aujourd'hui, au XXIe siècle, beaucoup de choses qu'on croyait que dans le passé n'arriveraient que dans le passé, on puisse trouver une solution
pour que ces deux États existent, pour que la paix puisse se réunir, est-ce que ce ne serait pas une solution d'aider la gauche israélienne à revenir au pouvoir et que la droite palestino-israélienne parte au brancard de l'histoire un peu? Voilà. Oui, bonsoir. En tout cas, Salah Hamri, moi je voulais te remercier pour tout ce que tu viens de nous dire et te dire brièvement qu'on ne sort pas indemne d'une mission qu'on fait en Palestine, où effectivement on a pu se rendre compte de toutes les infrastructures qui avaient été détruites par l'État colonial. Alors on parle d'hôpitaux, on parle de... moi je me souviens de la poste, je me souviens de dispensaires qui avaient été bombardés par l'État colonial. Et on se souvient tous de ce que disait à l'époque, c'était Sharon, quand il disait qu'il voulait anéantir ce peuple et le mettre en état d'habitation dans les grottes. Je me souviens aussi, brièvement, parce que c'est vrai que on ne ressort, j'ai dit qu'on ne ressortait pas indemne des missions, mais très nombreux en France, et ne serait-ce qu'à Bordeaux, à nous être rendus en Palestine, que ce soit en Cisjordanie ou rompre le blocus de Gaza. Et moi, il y avait une chose qui m'avait bouleversée, dont on ne parle pas, mais ce respect que l'on doit aux hommes et aux femmes palestiniennes et à leurs enfants. Moi, je me souviens de choses qui m'avaient touchée. C'était l'histoire de monsieur qui, devant sa fille, me disait il y a une chose qu'on ne dit pas suffisamment, c'est quand l'État colonial va chercher des gamines au lycée, à l'école, les met toutes nues, les prend en photo et leur dit au père, vous allez travailler pour nous, sinon nous allons distribuer la photo de vos enfants. Et je me souviens avoir rencontré Ismaël Haniyeh qui nous disait la même chose, mais il nous disait que chaque fois qu'une fille, une femme était agressée par l'État colonial, c'était toute la Palestine qui était agressée. Voilà, ça c'est un premier point, et c'était pour dire aussi que gauche ou droite, moi je crois que le mot paix, l'État colonial ne le connaît pas. Et la seule façon de rendre la dignité au peuple palestinien qu'il n'a jamais perdu, c'est nous, Français, de mener cette campagne qui s'appelle boycott, désinvestissement, sanctions, mais vraiment de ne plus coopérer. Comme on l'avait fait, moi je sais que j'avais appris de l'Afrique du Sud ce que mon père faisait, qui ne savait ni lire ni écrire, qui travaillait dans les mines de salsine et de carbone et qui allait avec différents syndicalistes débarquer les produits d'Afrique du Sud. Aujourd'hui, il est du devoir des syndicats, des syndicalistes, de la société civile, d'aller dans les grandes surfaces et de débarquer tous les produits, Jaffa, Carmel, tout ce qui peut provenir de cet État qui en fait... franchement, moi je crois qu'à un moment donné, il faudrait le faire. Et brièvement, vous parlez aussi d'une chose, c'est de vous parler de prisonniers politiques que nous avons en France. Il s'appelle Monsieur Georges Ibrahim Abdallah. Nous sommes plus d'une vingtaine à aller lui rendre visite de Gironde, de Bordeaux et d'un peu partout en France à lui rendre visite. Alors ne pas l'oublier, vous dire qu'il y a des bus qui partiront le 19 octobre. Ce monsieur, Georges Ibrahim Abdallah, qui est un communiste, qui depuis 37 ans croupit dans nos geôles. Et je crois que nous devrions être très nombreux aussi à correspondre avec lui. Et de dire une anecdote qui m'a marqué, le monsieur me demandait de me dépêcher, mais je vais le faire brièvement. La première fois que je vais rencontrer Georges Ibrahim Abdallah en prison, j'ai un petit bitonio de la Ligue des droits de l'homme, justement pour ne pas qu'on me fouille, pour ne pas qu'on me fouille. Et je me souviens il y avait deux gardiens et une dame, et je leur dis pas boire avec Georges Ibrahim Abdallah.
Et il y a ces deux gardiens, et cette gardienne qui me dit, mais madame, ici nous l'appelons Monsieur Georges Ibrahim Abdallah, et sa place n'est pas en prison. Et il serait temps que le peuple de la liberté en France se mobilise aussi sur ce prisonnier politique qui est chez nous à 300 km de Bordeaux, qui s'appelle l'Almezan. Donc il y a un film qui lui sera consacré à Utopia le 24 octobre, et le 19 octobre, si nous pouvions être plus d'une centaine à prendre les bus devant la prison de l'Almezan, parce que Georges va rentrer dans sa 36e année de prison, je dis bien 36e année de prison, et ça se passe chez nous, en France. Merci. Moi, je voudrais juste donner un renseignement complémentaire par rapport au parrainage des prisonniers. Parce que je pense que Salah l'a dit, c'est important que les prisonniers sachent qu'on les soutient. Et le fait de recevoir des courriers dans leur prison, je pense que c'est important pour eux. Alors c'est vrai que ça nécessite de parler, d'écrire l'anglais, mais pour ça on peut se faire aider, on peut aussi écrire en arabe, bien sûr. Alors c'est ce qu'on sait par les camarades de la FPS qui centralisent un petit peu ces histoires-là, c'est que le courrier n'arrive pas toujours, bien évidemment, aux prisonniers, et donc récemment il a été pris, la décision a été prise de passer par, éventuellement si elles le souhaitent, si elles l'acceptent, par les familles des prisonniers. Je pense qu'elles aussi, elles ont besoin d'être soutenues, ça l'a dit aussi. Donc j'encourage tout le monde à aller effectivement sur le site de la FPS pour participer à ce mouvement d'écriture, envoyer des lettres régulièrement. On peut même se mettre à plusieurs pour parrainer les prisonniers politiques palestiniens. Juste quelques remarques. Une question. C'est aussi une affirmation. Les Palestiniens ont eu le malheur de trouver des voisins qui ont brandi la Torah comme un type de propriété. On n'a pas compris là. J'ai pas compris. J'imagine que l'opinion publique en Israël connaît tout ça, d'accord? Et je voudrais vous demander, mais qu'est-ce que pense l'opinion publique en Israël de cette situation? Parce que dans le passé, ils ont vécu la Shoah, d'accord? Donc, ils n'ont compris rien de l'histoire. Amen. On prend les réponses et après on fera un deuxième tour avec Alors, la première chose, par rapport à la première question, ce qui est gauche israélienne, une solution qui peut être faisable aujourd'hui. Alors moi, pour être clair là-dessus, déjà, il faut définir c'est quoi la gauche israélienne, pour être clair. Historiquement, les gens, c'est la gauche qui a mené la guerre. La droite, elle est au pouvoir, juste, elle est dans les années 60-70, elle est arrivée peut-être une fois ou deux fois. Historiquement, c'est les travaillistes considérés gauche depuis la création de l'État d'Israël jusqu'à les années 80, jusqu'à l'assassinat de Rabin en fait. Jusqu'à l'assassinat de Rabin, après Pérez était élu, c'est la gauche israélienne, que c'est pas moi qui la considère, c'est l'Europe qui aime considérer les travaillistes comme gauche, qu'ils ont mené les guerres contre les Palestiniens. Alors, avant de parler de gauche, il faut dire c'est quoi la gauche israélienne. Pour moi, une gauche qui ne reconnaît pas les droits historiques du peuple palestinien, c'est pas une gauche progressiste israélienne. Je suis désolé, mais moi je ne peux pas accepter une gauche israélienne qui ne parle pas du droit du retour des Palestiniens. On ne prend pas à une partie de la cause et on lâche une autre. C'est une cause entière, il faut soit tu le prends, soit tu le laisses. Alors, quand on voit malheureusement les élections israéliennes,
je ne veux pas parler depuis je ne sais pas combien de temps, juste de parler de 2008. Quand on voit de 2008 jusqu'à aujourd'hui, le 17 septembre, c'est les élections israéliennes, elle va où la société israélienne? Mais quand tu as Netanyahou au pouvoir, de 2008 jusqu'à aujourd'hui, c'est pas le peuple palestinien qui a voté pour Netanyahou. Il y a bien la société israélienne qui va de plus en plus vers l'extrême droite. C'est eux qui rendent Netanyahou, son équipe politique, Lieberman, Bennett. Et aujourd'hui, on va pas. Aujourd'hui même, c'est la société israélienne qui s'enferme sur elle-même, qui ramène cette extrême droite au pouvoir. Et même les opposants, même aujourd'hui, les opposants de Netanyahou, c'est qui? C'est les 3 chefs de l'armée israélienne depuis 2006-2007 jusqu'à aujourd'hui. C'est les assassins qui ont commis toutes les guerres de Gaza depuis 2006-2007 jusqu'à la dernière en 2015. Alors on n'est pas. Je ne veux pas ignorer, on peut dire il y a quelques centaines de personnes en Israël, des progressistes qui reconnaissent les droits historiques du peuple palestinien. C'est pas avec. Bon, il y a des relations avec eux, on les respecte, tout ça, mais il n'y a pas un changement politique. Avec leur poids politique, tu ne peux pas faire un changement politique. Alors, devant ce plan politique qui est devant nous aujourd'hui, avec l'annexion du Golan aujourd'hui, avec le plan d'annexion que Netanyahou est en train de préparer pour la Cisjordanie, avec le plan de paix, entre guillemets, c'est plus un plan de paix que le genre de Trump, Kushner, qui a commencé à Bahreïn il y a quelques temps, et là il veut reprendre après les élections israéliennes. Devant ce plan, est-ce que, moi je demande pour les gens qui appellent à une solution de 2 États, est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est autour, entre le gouvernement israélien et les Américains, est-ce qu'il y aura un gouvernement israélien qui sera prêt de se retirer de la Cisjordanie, de toute la Cisjordanie, de Jérusalem-Est, de la vallée de la Jordanie, rendre le plateau du Golan, se retirer de toutes les frontières de 67? Est-ce que dans le plan, dans la mentalité coloniale israélienne aujourd'hui, il y a un parti qui est prêt à faire ça? Regarde tout ce qui est les paroles de tous les gens qui vont être Premier ministre. Il n'y a aucun parmi les gens qui veulent être Premier ministre israélien qui parle des Palestiniens, ils parlent des problèmes sociaux, économiques, inter-israéliens. Pour eux, l'occupation israélienne, l'occupation des Palestiniens, c'est plus un problème discutable dans la société israélienne. Pour eux, ils font leur vie là où ils sont, derrière le mur, ils ne considèrent pas que les êtres humains qui vivent derrière le mur, qui subissent de l'occupation, pour eux, il n'y a pas 2 millions d'habitants qui sont dans un siège, dans une prison depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Bah, cette société, c'est elle-même qui est en train d'aller vers l'extrême droite. Moi, je pense, si j'étais, je ne veux pas mettre au côté israélien, mais en tant que Palestinien, moi, quand je vois tous ces faits devant moi, à mon avis, la solution, ce sera un seul État. Un seul État qui garantit le droit de retour des Palestiniens, parce que le droit de retour, c'est un droit qui est connu au niveau international dans la décision 194. C'est un droit individuel et c'est un droit collectif pour les Palestiniens. C'est pas parce qu'Israël, aujourd'hui, et avec les États-Unis derrière, qu'on va changer les droits. C'est pour ça que Trump, il veut finir le rôle de l'UNRWA dans les territoires occupés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Trump est en train de dire « Ah, il n'y a que 50 000 réfugiés palestiniens, on peut les mettre en Cisjordanie, on les ferme avec les autres, et comme ça. » Non, c'est pas comme ça. La solution, qu'il y a des questions clés, comment on dit, des questions clés, il faut les résoudre. Jérusalem, droit de retour, frontières, c'est ça les questions. Moi, je suis contre l'accord d'Oslo. Arafat, il est allé jusqu'au bout avec les Israéliens dans les accords d'Oslo. Qu'est-ce qu'on appelle le processus de paix? C'est quoi les conséquences d'Oslo qu'on vit aujourd'hui? À la place d'avoir 100 000 colons dans les années 90,
On a 700 000 colons aujourd'hui dans les... C'est comme ça que se fait la paix, c'est pas comme ça qu'elle se fait la paix. Moi, à mon avis, tant qu'il n'y a pas un mouvement de résistance organisé avec un mouvement de solidarité internationale qui oblige Israël à payer le prix de son occupation, tant que la société israélienne ne paye pas le prix de son occupation, ils ne vont jamais réfléchir à trouver une solution. Tant qu'ils sont tranquilles, aujourd'hui à Tel Aviv, à Haïfa, ils font leur vie tranquille et ils ne touchent pas, il n'y a rien qui leur gêne, c'est sûr qu'ils ne vont pas réfléchir à trouver une solution pour les gens qui sont dans les camps à Ramallah ou à Gaza. Ils ne vont pas penser aux enfants qui sont affamés depuis des dizaines d'années à Gaza. Moi, à mon avis, c'est ça la solution. Un État démocratique pour tout le monde, mais avant d'arriver là, c'est un mouvement de résistance et une solidarité internationale qui va pousser les Israéliens à comprendre que leur projet de colonialisme est en train de perdre. Moi, je ne sais pas si j'ai répondu à la moitié de ta question par rapport à l'opinion publique israélienne. L'opinion publique israélienne, elle s'en rend compte. Parce que si tu sais que, je veux dire 90%, c'est plus que ça, de la société qu'ils ont fait l'armée, en Israël, 18 ans, hommes, femmes, tu fais l'armée 3 ans. 3 ans, hommes, 2 ans, femmes. Ils sont tous allés dans les territoires occupés. Ils savent ce qui se passe dans les territoires. Ils ont vu. Ils ont même participé à ce qui se passe à Gaza et ailleurs et dans la Cisjordanie. Ils sont tous conscients de ce qui se passe. Mais eux, ils font partie du projet. On ne peut pas dire non, c'est le gouvernement israélien. Non, ce n'est pas le gouvernement israélien. Le gouvernement israélien, il y a quelqu'un derrière qui le pousse aussi à faire autant de crimes comme ça. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Il y a quand même une petite prise de conscience qui se crée en ce moment avec les Breaking Up de Silence. Oui, Breaking the Silence, c'est une organisation qui a commencé de parler, il y en a qui ont fait l'armée et qui commencent à dire oui, c'était une faute de faire l'armée, ils commencent à parler de ce qui s'est passé avec eux. Il faut les suivre, c'est important. D'autres questions? D'accord, je vais essayer d'être bref. D'abord, celle-là, de façon personnelle, je te remercie d'être venu nous rencontrer ce soir. Et effectivement, comme a dit Sakina tout à l'heure, ça ne nous laissera pas indemnes. Deuxièmement, j'aimerais parler au nom du PRCF, c'est-à-dire le pôle de renaissance communiste en France. Voilà, je suis aussi militant du PCF, bien entendu, je suis communiste. Voilà. Alors, je vais vous lire la motion concernant Abdallah qui a été adoptée à l'unanimité lors de notre dernier congrès. Camarades, ce n'est pas ici une analyse ni un historique. Soyons brefs, concis, percutants dans notre franc et unanime engagement pour libérer notre camarade Abdallah. Nous le savons, en prison en France, à Lannemezan, en 1965, depuis plus de 35 ans, ayant purgé l'intégralité de la peine à laquelle l'avait condamné la justice française bourgeoise, influencée en cela par les USA et par Israël. Refuser aujourd'hui de libérer Abdallah en refusant de signer son ordre de quitter le territoire français est un refus politique, non un refus juridique. Les juges français considèrent depuis 6 ans déjà que le prisonnier Abdallah, qui a purgé toute sa peine, doit être libéré et en tant que ressortissant non français, il doit recevoir son OQTF. Il s'agit d'un circulaire administratif. Sans quoi sa libération est impossible. Elle doit être signée par le ministre de l'Intérieur, quelles que soient les pressions intérieures ou extérieures. Ni USA, ni Israël, ni Christ ne peuvent contrarier la loi française. Notre gouvernement doit faire appliquer la loi, contraindre l'État de Macron et Castaner
à respecter la loi, à libérer notre camarade. Voilà notre objectif et ensemble nous vaincrons. Œuvrons pour un front unitaire d'action pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Sachons nous unir dans l'action, car il est de nos luttes, nous sommes de son combat. Nous vaincrons. Je vous invite à consulter, il y a une pétition qui est sur la table, et il y a d'autres textes concernant la Palestine. Sachons que Abdallah a toujours été du côté de la Palestine. La question que je voulais te poser, celle-là, c'est quelle est ta position pour demander avec nous la libération de Georges Ibrahim Abdallah? Merci. Bravo, camarade. Bon, juste quelques informations avant que tout le monde commence à partir. Évidemment que Salah, évidemment que Palestine 33, et évidemment que toutes les organisations qui sont membres du collectif sont 100% d'accord avec toi, camarade, pour la libération de Georges. Et pour ceux qui ne sont pas au courant ou qui ne connaissent pas l'histoire de Georges Ibrahim Abdallah, vous avez des informations, des brochures d'informations sur la table à l'extérieur. Vous pouvez aussi vous rendre facilement sur Internet et trouver les collectifs d'aide et de soutien à Georges Ibrahim Abdallah. Et vous trouverez toutes les informations si vous voulez rejoindre le bus qui partira bientôt pour un rassemblement autour de la prison de Lannemezan, là où il est incarcéré depuis plus de 36 ans. 19 octobre. Pour info aussi, le 17 septembre à 18h30 à la machine à musique, il y aura une rencontre avec Shlomo Sand pour présenter son nouveau livre. Le lendemain, le 18 septembre à 20h, à l'Athénée ici, il donnera une conférence avec Palestine 33, l'UJFP Aquitaine, les amis du monde diplomatique et l'Université populaire de Bordeaux, ainsi que FFIPP, pour nous parler de son dernier livre et pour nous parler aussi de la situation politique en Palestine et en Israël. Il y aura également aussi le 25 septembre à 12h30 à Sciences Po Bordeaux une conférence donnée par Dominique Vidal autour de la question de l'antisémitisme et de l'antisionisme et de l'amalgame qui est fait souvent autour de cette question. Donc voilà, je pense qu'on pourra prendre un deuxième tour de questions rapidement. Alors, le plus court possible pour qu'on puisse donner la parole à tout le monde. Des questions. Des questions. Voilà. Pas seulement. Premièrement, je crois que sur l'idée de la gauche israélienne qui a été évoquée, c'est un peu demandé dans les années 50 aux Algériens de considérer que Guy Mollet représentait la gauche française. Nous sommes aujourd'hui dans une politique israélienne avec un tout petit nombre, malheureusement, d'anticolonialistes juifs israéliens. Ces anticolonialistes juifs israéliens, qui aujourd'hui sont une poignée et ne réussissent pas à engager un mouvement de masse, y compris en Israël, ils sont dans le soutien à la liste unie des élections du 17 septembre, qui est la liste unie des partis arabes. Ils existent, ils montrent par leur présence que le conflit n'est pas un conflit raciste, mais que c'est un conflit colonial. Je crois que, de ce point de vue-là, malheureusement, on est dans cette situation aujourd'hui. De même, dans le cas de Georges, qui a été évoqué plusieurs fois, nous sommes dans le cas d'une détention administrative. Nous sommes dans le cas d'un condamné qui a effectué sa peine de sûreté, dont les juges
ont proposé la libération à la condition que l'instance politique, le gouvernement, libère, l'expulse. On est là dans une détention administrative. Et quand nous rencontrons Georges dans sa prison, il nous dit « Je fais mon travail de prisonnier politique, faites votre travail de soutien et de militant anticolonialiste. » De ce point de vue-là, j'ai l'impression que quand on entend ça là, on entend aussi cette parole-là, c'est-à-dire les prisonniers font leur travail politique. C'est à nous aussi de faire le nôtre pour leur libération. Oui, moi je voulais te poser une question par rapport à la solidarité internationale que tu as évoquée pour la France. Mais qu'en est-il des autres pays et de l'ONU aussi? Et des autres pays non arabes, si je puis dire. Oui, rapidement. Peut-être aussi la raison pour laquelle il y a tant d'affirmations et peu de questions, c'est parce que avec ce que tu as pu dire, un peu, comment tu as décrit les conditions de détention des prisonniers politiques, ça donne aussi envie à un moment d'agir et d'essayer de faire ce qu'on peut à notre échelle aussi. Je pense qu'en effet, la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire en tant que Français, en tant que militant aussi. En effet, faire vivre la solidarité internationale, je pense que c'est une des choses les plus importantes. Nous, sur les Jeunes communistes, on fait des voyages, on essaie de faire des délégations internationales chaque année pour justement voir aussi derrière la réalité du terrain et d'essayer ensuite de mener la bataille. Je pense que c'est ça qu'il faut faire aussi, alors, plusieurs solutions ont été apportées, plusieurs actions. Il me semble qu'il y a aussi le fait de faire parler aussi de la Palestine, faire parler de la situation et d'aller là-bas, de revenir et de montrer un petit peu quelles actions peuvent être mises en place pour le faire. Parce que du coup, ça fait 10 ans qu'on mène cette campagne, on continuera jusqu'à la libération de la Palestine et jusqu'à la fin et la victoire du peuple palestinien. Et par contre, c'est en effet important peut-être de rappeler qu'en effet, c'est les Palestiniens qui vont décider de l'avenir de leur pays, c'est les Palestiniens qui mènent la lutte et nous, on ne peut que les soutenir et porter leurs revendications en tant que solidaire international. J'avais une question peut-être un peu plus spécifique sur la question de l'unité du peuple palestinien. C'est de voir, je voulais savoir si toi, ça, tu pensais qu'il pouvait y avoir une unité avec le Fatah et le Hamas, et si oui, par quoi ça passerait selon toi? Moi, je voudrais poser une question très courte qui me taraude. Quel est le comportement des médecins à l'intérieur des prisons israéliennes? Bonsoir, merci pour votre intervention. J'étais particulièrement intéressée parce que je suis avocate en France, donc votre à la fois expérience en tant qu'avocat et en tant que prisonnier m'a particulièrement intéressée. J'avais une question plus précise sur les procès dans les tribunaux militaires. Ça, vous avez parlé de la détention administrative, donc ceux qui sont emprisonnés sur ordre. Et je suppose que vous, vu que vous avez été emprisonné plus de 8 ans, vous avez probablement vécu un procès. Je voulais savoir dans quelles conditions ça se déroulait, si des droits étaient concrètement exercés, que c'est un avocat ait accès au dossier. Et s'il y avait une chance en fin de compte qu'il y ait une issue favorable à la fin du procès, ou si de toute façon la décision était déjà prise d'avance, peu importe la défense qui pouvait être mise en œuvre. Merci. Bonsoir. J'avais une question concernant votre libération. Donc vous avez évoqué 1000 Palestiniens libérés contre un soldat israélien. Donc, est-ce que cette disproportion, c'est une sorte d'aveu tacite de la part de l'État israélien de la non-culpabilité, de la non-dangerosité de ces soi-disant terroristes qui seraient relâchés? Et donc, en gros, est-ce que tous ces prisonniers palestiniens ou la prison servent uniquement de réserve pour marchander contre des soldats israéliens ou le rapatriement de corps de soldats détenus à Gaza, etc.
Oui, je voudrais poser une question à propos des débats politiques qu'il peut y avoir dans les prisons. Donc, quelles sont les organisations représentées en prison et quels sont leurs rapports, les organisations politiques représentées en prison, quels sont les débats qu'il y a en prison et quels sont les rapports qu'il y a entre les débats politiques à l'intérieur des prisons et le débat politique à l'extérieur. Deux courtes questions. La première, c'est, André a parlé des partis arabes. Donc la question du poids dans la durée, dans l'avenir, est-ce qu'il y a des partis arabes en Israël peuvent être une solution dans le contexte démocratique? Donc c'est la solution traditionnelle. Est-ce qu'ils peuvent avoir un poids grandissant au point de renverser l'équilibre à l'intérieur d'Israël? Et l'autre question, c'est celle du combat des prisonniers. Je reparle juste de Georges Abdallah qui fait les grèves de la faim avec les prisonniers palestiniens. Or, ici, on entend peu sa grève de la faim. Donc, quel est l'écho qui est donné des grèves des Palestiniens au niveau de la société israélienne et internationale? Voilà, donc c'est juste cette question-là du retentissement à l'extérieur. Au niveau militant, on le sait, mais... D'accord. Par rapport à la première question, sur la question de la solidarité internationale hors des pays arabes, alors malheureusement, vu tout le bordel que la région elle vit dedans depuis 2011, après le printemps arabe, et tout ce que les Américains ont fait, et les États-Unis, ils l'ont fait rentrer dans la région, malheureusement, la question palestinienne n'est plus la première cause qui est posée sur la table à cause de ce qui se passe dans la région. Et ça, c'est dangereux sur notre cause. Mais au niveau international, c'est vrai qu'il y a un mouvement de solidarité qui s'est développé, pas qu'aujourd'hui, mais là, on voit qu'il est mieux organisé qu'avant. Par exemple, la campagne BDS, je donne des exemples, il n'y a pas que campagne BDS, mais parmi les autres, qui a eu des réussites, par exemple, sur la question de Orange. Il y avait une grosse réussite sur la question de la campagne qui était faite pour Orange, sur la question de tramway sur Jérusalem. Aujourd'hui, les Israéliens veulent construire la deuxième partie du tram. Ils ne trouvent pas une compagnie pour les aider à le construire. Et en 2017, on a réussi à faire sauter une coopérative qui était faite entre le Portugal, la Belgique et la Roumanie. Ça s'appelait l'Autré. C'était les Israéliens de renseignement et la police israélienne. Elles venaient donner des cours dans des universités dans ces trois pays et leur police pour leur apprendre comment interroger des prisonniers pour obtenir des informations. Aussi, on a réussi à faire sauter ce programme. Et ici en France, le mouvement il est assez fort, en Espagne aussi, en Belgique aussi, en Amérique latine, ça dépend de leur situation, leur situation politique. En Venezuela, quand il y avait Chavez, c'était très fort. Maintenant, à cause de ce qui se passe en Venezuela, c'est un peu moins. Alors ça dépend là-bas de la situation. Mais en Europe, on voit que le mouvement il est en train de se développer de plus en plus. La deuxième question, c'est... Tu avais deux questions. Qu'est-ce qu'on peut faire? La question, elle est assez... Il y a beaucoup de choses à faire. Il suffit des petits trucs. On ne veut pas détendre un truc. Par exemple, là, on a parlé, moi et toi, avant de rentrer en réunion, sur la question des visites, des groupes, des délégations qui vont sur place voir, visiter. Et c'est vrai que pour les gens qui sont déjà allés, une fois que tu es là-bas, une fois que tu vois, tu n'entends pas le même. Moi, j'ai vu des gens qui ont vu, je les ai reçus quand ils étaient là-bas pour la première fois, de voir de près tout ce qui se passe, de revenir témoigner, créer des groupes, faire, vraiment, ça aide beaucoup. Pour nous, ça aide beaucoup. Deuxième question, sur la question de l'unité palestinienne, cette division politique qu'on vit depuis 2007 entre les deux partis de droite, si je veux dire, entre la droite religieuse et la droite laïque. Malheureusement, cette division politique, et que le seul gagnant de cette division politique, c'est l'occupant israélien, parce qu'il n'y a pas un peuple qui peut défendre et libérer
sa propre patrie s'il n'est pas uni. Moi, je pense, si les deux côtés ils mettent les intérêts nationaux du peuple palestinien devant tous leurs intérêts, il y aura moyen. Mais je pense aussi que peut-être un jour, et ça ne va pas trop tarder si la situation va continuer comme ça, tu auras un mouvement populaire qui va les obliger à faire quelque chose sur la question de la division politique. La quatrième, c'était les docteurs. Les docteurs, je ne veux pas dire que les docteurs ne sont pas inhumains ou ils nous traitent mal, c'est pas ça une question, mais un docteur, ça reste un être humain. Tu ne peux pas mettre un docteur au milieu de 800 prisonniers pour qu'il ait... Pour lui, il ne sait pas ce qui se passe avec... derrière. Par exemple, pour un docteur, il ne sait pas qu'il y a une queue qui dure 1 semaine ou 2 semaines ou 3 semaines. Il ne sait pas qu'il y a je ne sais pas quoi. Alors, bon, quand tu viens, malheureusement, c'est eux qui nous donnent l'aspirine pour chaque truc. Par exemple, les dentistes. Vu la nourriture qu'on mange et qu'on a, par exemple, les dentistes, nous, on avait plein de demandes que nous, on veut des dentistes privés. Les dentistes qu'ils ont dans les façons, ce n'est pas des professionnels. Au bout de quelques ans, vraiment, tu sens que tu as perdu la moitié de tes dents. Alors, on avait des docteurs bénévoles palestiniens qui étaient prêts à venir à nous faire des opérations gratuitement en prison. C'est les docteurs de l'administration que refusent. Alors, malheureusement, ils font partie du jeu. Alors, la question des tribunaux. Alors, il faut savoir, là, comme c'est mon métier, je vais essayer d'être court. Il n'y a pas un seul système judiciaire pour les Palestiniens. Tu as le système judiciaire pour les prisonniers politiques, je veux dire. Tu as le système judiciaire pour les gens de Gaza. Tu as le système judiciaire pour les gens de la Cisjordanie. Et le système judiciaire pour les gens de Jérusalem. Et c'est des 3 systèmes différents. Alors, pour les gens de Cisjordanie, parce que là, je vais parler des gens de Cisjordanie, par exemple, parce que là, c'est dans les tribunaux militaires, c'est le droit militaire qui était fait après 1967, qui est appliqué dans les tribunaux militaires israéliens. C'est le juge, ce sont des militaires, les procureurs, ce sont des militaires. Or, de la question de la détention administrative, que j'ai un peu parlé comment le procès se fait. Par exemple, un Palestinien qui se fait arrêter en Cisjordanie. Il peut, je vais parler du procès, je vais parler d'un procès plus ou moins normal. D'accord, on va fermer, alors je vais être court, on va en parler après. Par exemple, le premier 4 jours, il peut passer 4 jours en prison sans passer au tribunal. Après, il peut être interdit pendant entre 60 et 80 jours de voir son avocat. Ça risque des cas, moi j'étais interdit pendant 60 jours de voir mon avocat. Les audiences, le premier temps pendant les interrogatoires, il se passe sans la présence de prisonniers et sous le prétexte qu'elle est en interrogatoire. Alors on prolonge 15 jours, plus 15 jours, plus 15 jours, plus 15 jours pour des raisons des interrogatoires. Après, une fois que tu as fini, tu es passé en prison, il n'y a pas un dossier qui finit. Alors, si le dossier, il n'y a pas un dossier qui est fini avant 6 à 8 mois. Moi, mon dossier il était un peu lourd, j'ai passé 3 ans. J'ai passé 3 ans sans être jugé. Alors, il y a un système comment on dit, c'est un arrangement en fait. Dans le système, de tribunaux militaires, c'est des arrangements qui font entre les procureurs et les avocats. Ils ne vont pas plaider ouvert, comme on dit là-bas, c'est pas plaider ouvert, parce que, à mon cas, à moi, ils ont proposé un arrangement. C'est soit 7 ans, soit on va aller vers de plaider ouvert, ce sera 14 ans. Vous risquez entre 7 et 14 ans. Alors, par exemple, moi, j'ai préféré de prendre garantie 7 ans à avoir un risque d'aller avoir un truc entre 7 et 14. Alors, je peux avoir 8, 9, 10, 12, 14. C'est ça le système. Oh oui, je vais finir. Je suis désolé. C'est l'heure? Ok. Bon. Désolé. Merci à vous. Avant de vous partir, je voudrais
Salah connaît bien, qui font un boulot, et qui ont fait un boulot extraordinaire, comme Salah était incarcéré. C'est Elsa, l'épouse de Salah, qui a fait un boulot extraordinaire malgré ses conditions de vie, et qui continue de faire un boulot extraordinaire. Et le deuxième hommage que je voudrais rendre, c'est à Jean-Claude Lefort, qui lui aussi a fait et continue de faire un boulot extraordinaire. Sur Internet, il nous informe au jour le jour de ce qui se passe en Palestine. Et je pense que Elsa et Jean-Claude auraient eu toute leur place ici avec nous ce soir. Et en tout cas, je demande à Salah de saluer Elsa et Jean-Claude ce matin.